Bien le bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo extrêmement spéciale car je suis en compagnie, de pas n'importe qui, je suis en compagnie de l'expert du boxing business en langue française, mon père spirituel, le Captain Crochet. Salut Captain. Salut Sendo, salut la mascotte. On n'a toujours pas fait de test ADN. Et bien sûr, je suis également en compagnie du plus grand historien de boxe français à l'heure actuelle, Vincent. Salut Vincent. Salut Sendo, salut à tous, et salut Captain bien sûr. Ah, salut Vincent. Bon, alors, mes amis, j'ai voulu faire cette vidéo avec vous parce que le sujet est extrêmement important. C'est mon top 10 all time. Ah, c'est extrêmement critique là, attention. Ah ouais. Le top 10 de la mascotte. On est curieux. Donc, avant, j'aimerais quand même dire pourquoi je vous ai choisi. C'est parce que vous êtes quand même mes grandes références sur le YouTube français. C'est grâce à vous que j'ai le plus appris dans ma passion de la boxe, sur l'histoire de la boxe, sur comment ça fonctionne, sur comment fonctionnait le boxing business. Donc, qui de plus approprié que vous deux pour m'accompagner dans cette épopée, si l'on peut dire. C'est gentil. Bah c'est gentil Sendo, ça nous touche. Voilà, donc avant de passer au top 10, j'aimerais mentionner quelques mentions honorables rapides. Déjà, il y a deux boxeurs que j'avais prévu de mettre dans le top 10, mais que finalement j'ai enlevé pour différentes raisons. C'est Thomas Hearns, d'abord, qui pour tout l'ensemble de sa carrière, champion dans 5 catégories, le premier à l'avoir fait, ses combats de légende face au Fabulous Four et d'autres boxeurs beaucoup trop oubliés. Donc il aurait mérité sa place. Je l'avais mis à égalité avec un autre boxeur dont je parlerai un peu plus tard, mais et je me suis dit que comme je vais déjà tricher, je l'annonce, je vais mettre deux boxeurs à égalité. 2 fois, ça me paraît un peu trop et que j'avais pas envie d'enlever ceux qui étaient en dessous, un de ceux qui étaient en dessous. Donc voilà, je le mets dans mentions honorables. Et un autre que j'ai enlevé, c'est Jenny Tenay. J'espère que je prononce bien. Tenay, ouais. Ouais, Jean Tenay. Immense boxeur mi-lourd et poids lourd à la fin des années 10 et des années 20. À la base, j'avais mis numéro 7, mais hier, quand je repensais au top 10, je me suis dit, merde, j'en ai oublié un, et que je ne pouvais juste pas enlever, que je pouvais juste ne pas mettre dans ce classement, donc j'ai décidé de jeter Jean Tenay parce que j'avais quand même envie de parler des autres, ceux qui étaient en dessous. Donc okay. Voilà. Et aussi deux autres mentions honorables rapides, parce que il y a d'immenses boxeurs, mais il n'y a pas de boxeurs qui sont dans les deux plus grandes nations de boxe en dessous des États-Unis, Mexique et Puerto Rico. Donc j'aimerais quand même mentionner les deux plus grands qui sont pour moi les deux plus grands boxeurs de ces deux nations, qui sont Ruben Olivares pour le Mexique, plus grand poids coq de tous les temps, des combats de légende mais à tir à l'arigot, que ce soit en coq ou en plume. Voilà. C'est vrai que Julio César Chavez a eu une renommée plus importante, mais pour moi, dans ce qu'il a fait, Ruben Olivares est un peu au-dessus. Voilà. Et côté Puerto Rico, Wilfredo Gomez, une legacy, le plus grand poids super coq de tous les temps et un impact à Puerto Rico absolument incroyable. Bazooka, ouais. C'est incroyable, hein, Vincent, parce que Sendo, tu peux rappeler ton âge, Sendo? 17 ans.
17 ans. À 17 ans, je n'avais pas cette culture. Ah non, ouais. Cette 17 ans, culture-là, c'est j'étais très pas. précoce. Ouais, C'est j'étais le pas. Wilfred Benitez de la culture boxe, en fait. C'est ça, parce que j'étais loin d'avoir rencontré Olivares, j'étais loin d'avoir rencontré même Gomez. Donc vraiment, Sendo, c'est un avance. Donc là, c'est Ouais. des mentions. Mais ça, c'est grâce à vous. Ouais. Les quelques mentions Ah bah, c'est honorables que je gentil. voulais absolument citer. Mais justement, avant que tu commences, donc c'est des boxeurs que tu connais bien. Tu t'es fait des soirées boxe à les regarder, ou c'est simplement quelques combats, ou vraiment tu as déjà Alors, accumulé beaucoup de combats sur ces mecs, comme par exemple Thomas euh, Yance? Thomas Hand, j'ai vu pas mal de ses combats. Mais Ruben Olivares, j'ai vu quelques flashs, notamment son combat contre Alexis Arguello. On en reparlera. Et quelques autres de ses combats en poids coq. Et pareil, un peu pareil pour Wilfredo Gomez. Et bon, Jane Toney, je sais pas si on peut trouver beaucoup de ses combats, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Voilà. D'accord. Bon, enfin bon, vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, non, on est curieux. Non, vas-y. On est Eh ben, curieux, voilà. commençons par la 10e place. Et c'est celle-là où j'ai triché parce que j'ai mis 2 boxeurs à cette même place. Mais pour moi, ils sont exactement au même niveau dans la legacy qu'ils ont laissé à travers la boxe. Ces 2 boxeurs, qui ils sont? C'est ceux-là. Ah, égalité. De là où il y a Mayweather. Oui. Mhm. Alors, Floyd Mayweather, personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'on en a déjà tellement dit. D'ailleurs, j'en renvoie à la discussion Hall of Fame du Captain et de Antoine, qui est toujours excellente. Et Oscar de la Hoya, j'aimerais quand même rappeler les choses qui, à mon sens, ne sont pas assez rappelées. C'est l'ascension fulgurante de ce boxeur. Parce que on l'oublie trop souvent, mais 92, il obtient une médaille olympique. 2000, donc en à peine 8 ans, pour moi, il a déjà sa place dans les 25 plus grands boxeurs de tous les temps. Déjà ce qu'il a, il est déjà champion dans 4 catégories de poids différentes. Il est déjà même dans la discussion du plus grand poids welter de tous les temps et des combats de légende tout simplement incroyables déjà à cette époque. Et ensuite, il a eu la suite de sa carrière, encore plus de combats de légende, premier boxeur à être champion dans 6 catégories de poids différentes et également peut-être l'une des plus grandes stars de l'histoire de ce sport, tout simplement. Ah ouais. Ouais. Ah oui, Le... c'est sûr. On a du mal, d'ailleurs, c'est il y a peu de temps, hein, Vincent, tu seras d'accord avec moi, c'est finalement, en termes d'histoire, il y a peu de temps de ça, il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, 30 ans allez, de ça, mais on a déjà du mal à concevoir ce qu'a été la star de la Hoya. Ça a été une immense star. Et c'est rigolo que tu les mettes ensemble, parce que quelque part, Floyd est le mec qui a couru après le stardom de la Hoya pour réussir, et c'est un de ses exploits, pour réussir certainement à le dépasser. Et à faire oublier aux nouvelles générations ce qu'a été de la Hoya. C'est vrai. C'est vrai. Moi, si je devais t'aider à trancher entre les deux, Sendo, je penserais plus du côté de Mayweather quand même, qui pour moi a encore de plus grosses références. De la Hoya, en fait, alors c'est vrai que c'est un gars qui, moi, quand j'en ai suivi une partie de sa carrière, forcément, ça me paraissait clair que ce mec serait dans un top 10 all-time, comme tu le fais aujourd'hui. Avec le temps, je me suis un peu démarqué de ça. Alors, c'est vrai qu'il a une ascension fulgurante, tu l'as rappelé. Il a même des défaites qui sont très discutables, en fait, sur lesquelles tu peux pinailler, que ce soit Trinidad, que ce soit Mosley, Mosley 2. Hopkins. Voilà, le deuxième d'autant plus, qui pour moi est un vol absolu. Autant le premier, on peut discuter. Hopkins, on connaît l'écart physique. Maintenant, c'est vrai que la grosse partie de la Hoya, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc forcément où c'est géré d'une main de maître par Baron, par tout son staff. C'est-à-dire qu'il sait prendre les combats au bon moment. Je ne dis pas que ça enlève à sa gloire, parce que c'est un peu toujours trop facile de dire oui, mais il l'a pris au bon moment. Oui, d'accord, mais on pourrait dire ça de beaucoup de boxeurs au final. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une bonne carrière tracée au moment où il prend Chavez, au moment où il prend Whittaker, ce qui n'y enlève pas une fois encore son talent. Mais après ça, les années 2000, je ne sais pas, il a peut-être pas su pousser à fond, peut-être qu'il s'est trop penché aussi sur son activité de promoteur et en a délaissé la boxe. Et au final, il n'a pas tant de combats que ça de la Hoya. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un peu plus d'une quarantaine de combats. C'est pas forcément énorme, même s'il a fait beaucoup de choses. Il y a son titre de champion dans 6 catégories.
qui m'est toujours un peu amer parce que Félix Sturm, on va pas se mentir quand même, Ouais. il Et méritait puis, pas il vraiment a sa du mal à victoire. le passer en plus. Hein. Ouais, il a Mais beaucoup de c'est mal à ça. le passer. Non, mais c'est ça, c'est que pour moi, Sturm avait gagné ce combat, quoi, honnêtement. Ouais. Et bon, après, c'est tout à fait entendable de l'avoir dans un top 10, mais Non, oui. j'aurais plus, quitte à trancher entre les deux, je choisis Floyd. Moi aussi, moi qui suis Mais vraiment ce la qui me génération. Pardon. Ouais. Je suis pas chez moi, donc je. Ouais, bah, chut. Ouais, excuse-moi de te couper, mais ce qui me fait dire qu'ils sont à égalité, c'est que c'est ce qu'ils ont fait en dehors du ring. Parce que Oui. oui, Alemon et Floyd Mayweather, t'en parles souvent, Captain, ils ont changé le monde de la boxe. Mais on oublie trop souvent que celui qui a préparé le terrain de cette transformation de la boxe, c'est Oscar de la Hoya. Sans Oscar de la Hoya, je pense qu'on n'a pas le boxing business qu'on a aujourd'hui. Ou du moins qu'on l'a bien plus tard. Ouais. C'est pour ça que pour moi, dans la legacy complète de la boxe, que ce soit sur le ring ou en dehors, ces deux-là méritent d'être à égalité et méritent d'être à la 10e place. Ouais, puis pour en finir, j'ajouterais que c'est vrai qu'on peut se demander quid de Canelo sans Oscar de la Hoya. Aussi. Parce que bon, aujourd'hui, ils sont l'un contre l'autre, mais Canelo doit beaucoup à Oscar. Il l'a protégé quand il le fallait, qui lui a donné le bon timing pour Triple G notamment. Mais Oscar, c'est vrai, a donné le là et surtout a donné des indices de direction à Eamon et Mayweather. Par exemple, le divorce Oscar-Babaroom, s'il n'y a pas ce divorce-là, c'est d'autant plus difficile après pour Floyd Mayweather pour lui aussi divorcer. Vous comprenez ? Bien sûr. Bien sûr. Enfin bref, mais je veux dire, 10, Oscar et Floyd, écoute, ça se tient aussi, hein, ça se tient très fort. Puis pour redire que ce soit au Floyd, au Oscar, et ça c'est un peu l'amour qu'on a de faire les discussions Hall of Fame, c'est que ils ont tellement été stars et ils ont tellement cristallisé certaines soirées que tout amateur de boxe connaît intuitivement, qu'après il y a des phases qui deviennent mystérieuses et où il y a le plaisir d'aller dénicher des trucs. Et c'est ça les grands boxeurs, même les grands boxeurs modernes, c'est qu'ils font des carrières où tout est filmé, tout est documenté, mais il y a tellement des mastodontes, des blockbusters qui vont rester, puis après c'est toi en tant que super fan d'aller fouiller. Par exemple, la progression de Oscar chez les Super Plumes. Super plume léger surtout. Ouais, surtout léger, ouais. C'est parce qu'il 84. il descend Super Plume juste pour le titre et il y fera Exactement. 2 combats, je crois. Exactement. Ouais. Mais chez les légers, 95, on ne se souvient pas facilement de 95 d'Oscar de la, alors que c'est la seule année où il est boxeur de l'année. C'est la seule année. Ouais, c'est exactement. C'est exactement. Et il prend Hernandez. Ruelas aussi. Ruelas, les Ruelas à l'époque. Les frères Ruelas c'était à l'époque, c'est quelque chose. Le portoricain John Molina. John Molina aussi. Ouais. Et face à Rafael Ruelas, il unifie les deux ceintures WBO IBF. Donc, il y a un sacré parcours qu'on oublie. Donc, super numéro 10. Super. Ouais. Bon, je passe au numéro 9. Ouais. C'est parti. Notre cher Mickey Walker. Ouais. Cette tête d'anglais. Ouais. Alors qu'il est américain. Mais là, je repars quand même vachement loin parce que c'était il y a maintenant plus d'un siècle. Et Mikey Walker, alors je pense que Vincent, tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est incroyable, tout simplement. C'est hallucinant. Le mec, il commence sa carrière en 1919. Il enchaîne, je sais même pas combien de combats. Je pense qu'il enchaîne facilement une trentaine de combats, que ce soit victoire ou défaite, voire plus. Et il obtient une première chance mondiale en 1922, il me semble. Contre Britton, ouais. Ouais, Jack Brinton, qui pour moi est la première grande légende des poids welter. J'ai oublié de mentionner, on est chez les poids welter. Parce que au final, Jack Brinton, il aura plus de 350 combats et il aura été champion du monde dans la catégorie des welter 3 fois. Donc ça, ce qui à l'époque était quand même assez rare. Donc Jack Brinton, c'est quand même un nom qu'on oublie trop, qui est quand même ultra spé, mais qui mérite quand même de rester dans la grande légende des poids welter. Et ils avaient s'étaient déjà affronté quelques temps auparavant, je crois que c'était en 1921, et ça avait été un match nul. Walker avait réussi à accrocher un match nul. À la revanche, il démonte
Jack Brinter, il l'envoie 4 fois au tapis. Brinter, il tient malgré tout les 15 rounds, mais grosse démonstration face à quand même un gros nom de l'époque qui avait déjà presque 300 combats à son actif, donc c'était un vétéran des vétérans. Ensuite, il va enchaîner une grosse période entre 1922 et 1926, où il va défendre son titre des poids welter. Il va avoir qu'une seule défaite dans un combat de l'année, le tout premier, enfin non, pas le tout premier combat de l'année, pardon, enfin, dans le combat de l'année 1925, en poids moyen, face à Harry Greb. Et spoiler alerte, Harry Greb, on en reparle plus tard. Donc, ça c'est l'influence de Vincent, ça. oui, complètement. Aujourd'hui, Vincent, aujourd'hui, on voit les influences de qui, tu vois. Ouais, Peut-être le numéro 10 c'était plus moi, mais alors là, on est en plein dans c'est l'influence de Vincent là. Ouais. Donc, et ensuite Mikey Walker, il va perdre son titre en 1926. Puis il va monter chez les poids moyens et il va encore faire une grande épopée chez les poids moyens. Il va prendre le titre face à Tiger Flowers qui avait battu Harry Greb. On en reparlera de ces des combats. Et donc voilà. Et ensuite il va le défendre quelques fois, puis il va monter chez les mi-lourds où il affrontera Maxi Rosenblum, qui est aussi un des plus grands poids mi-lourds de tous les temps. Ah oui. Et il perdra, mais dans un combat qui me semble était quand même assez serré selon les quelques. Oui. Selon ce qu'on en sait, les articles, oui, c'était disputé, ouais. Donc quand même faire ça à cette époque, en sachant que il boxait énormément, je pense que ça mérite largement une 9e place. Voilà. On peut ajouter aussi qu'il est allé se frotter à Max Schmeling chez les lourds à la toute fin de sa carrière. Donc bon, évidemment, c'était beaucoup trop gros pour lui. Il pouvait rien faire. Mais oui, comme tu le dis, il a failli rentrer à l'époque dans le club des triples champions du monde, enfin des champions dans 3 catégories, qui était un club très très fermé à cette époque-là. Je crois qu'à l'époque, il y avait que Fitzsimmons. Il y avait Fitzsimmons, oui, non, il y avait Canzoneri l'avait pas encore refait, je pense. Donc, je crois pas. Non, il y avait que Bob Fitzsimmons. Et c'était c'était fou, surtout que comme tu dis, il y a le rythme des combats, il y a le fait que nous n'avons pas de pesée la veille. Hein. Là, tu es pesé avant de monter sur le ring, donc tu peux pas tricher en boxant un peu plus en surpoids ou en sous-poids. Donc c'est énorme, effectivement, mais c'est ces guerres qu'il a eu face à tous ces grands noms. Son combat face à Harry Greb qui aurait sans doute mérité une revanche. Qui, paraît-il, a eu lieu dans un club de nuit. C'est la légende qui dit ça. Il y a eu plusieurs versions de l'incident. Mais non, Mickey Walker, évidemment, c'est énorme. Il peut avoir ce gars-là, ce qui est fou, c'est que tu peux le considérer dans le top 10 des meilleurs poids welter de tous les temps et dans le top 10 des meilleurs poids moyens. Et ça, c'est quand même assez rare de briller autant dans 2 catégories. Voilà. Captain ? Non, de toute façon, vous avez tout dit. Après, moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est la difficulté de faire des tops. C'est vrai. Parce que là, en fait, avec simplement 2 de tes choix, on voit bien qu'on est dans des plaisirs différents. Autant avec Oscar et Floyd, on peut établir peut-être, tu peux établir déjà, tu peux faire ressentir à ton public ce que tu aimes esthétiquement chez des athlètes et leur façon de boxer, alors que déjà avec Walker, et puis je pense qu'on en reparlera, on est dans une autre recherche, parce qu'on peut pas vraiment s'acclimater avec précision sur les styles des mecs, et on est plus sur un plaisir de lecteur, en fait, c'est-à-dire un plaisir d'historien, où on reconstruit comme on peut, au travers de nos lectures, l'immensité de leur guerre, qui sont à mes yeux immenses. Et quelque part, si on parle d'immensité en termes de danger qui a été pris, non, en toute honnêteté, on devrait mettre que des mecs des années 20, tu vois, et ça serait logique, ça se tiendrait logiquement. Donc, toujours la difficulté quand on parle de ses boxeurs préférés et qu'on parle de toute la boxe, c'est qu'en fait, on va être sur sans le savoir, sans s'en rendre compte, on est sur des registres totalement différents d'analyse. C'est-à-dire, on peut avoir une analyse esthétique, visuelle, technique de Oscar de la Hoya, et on sera forcément dans une analyse d'historien et presque philosophique sur des Walker, sur des Grabe, sur d'autres. Je te dirais que
le penchant où là, on peut faire la jonction des deux analyses, ça serait un Joe Louis. Un Joe Louis, puisqu'on a quand même, pour cette époque, on a beaucoup d'images de Joe Beaucoup Louis. d'images, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, Joe Louis, on en reparlera. Voilà, mais tu fais que des spoilers, toi. Oui, que Allez, des vas-y. spoilers. Que des spoilers. Vas-y. Allez, on passe au 8e. Et là, je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir. D'ailleurs, à moi aussi. Oh, Alexis. Mm. Arguello. Ouais. Bah oui. On en a parlé il y a quelques mois de ça avec Vincent, justement. Quel plaisir et Antoine de 130livres.com. Ouais. Tout à fait. Ouais. Quel plaisir. Alors, en ce qui me concerne, j'aurais pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit sur ces épopées chez les plumes, les super plumes et les légers. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que son premier combat contre Aaron Pryor, ce qui me déglingue le cerveau personnellement, c'est que je suis personnellement persuadé, et personne ne me fera dire le contraire, ça aurait été n'importe qui à cette date-là, en face d'Arguello, en dehors de Pryor, et je pense au plus grand de la catégorie. Je pense à Julio César Chavez, je pense à Costatio, je pense à Antonio Cervantes, je pense à Wilfred Benitez. Je suis persuadé que Arguello aurait gagné ce soir-là. J'en suis persuadé et personne ne me fera dire le contraire. Je suis d'accord. C'est ça qui me fait placer à cette 8e place, c'est que pouvoir performer comme ça dans 4 catégories de poids différentes, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Avec sa vista, avec son punch d'ailleurs, avec son punch, sa vista. Ouais. Son menton. Qui est, oui, c'est très très beau boxeur. Moi, bon, de toute façon, je m'en suis jamais caché. J'adore Alexis Arguello. C'est un bon choix. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu trop court pour un top 10. Et là, c'est comme beaucoup de boxeurs latinos, même si c'est un point de vue qui se défend et que tu défends d'ailleurs très bien, Sendo. Ce qui aura peut-être, ce que j'aurais toujours comme regret d'Arguello, c'est qu'il a été à la jonction de deux grosses autres légendes latines et sur des combats qu'il aurait dû faire, qui étaient Roberto Duran, ça ne s'est pas fait hélas, parce que sa défaite surprise face à Vilomar Fernandez a foutu tout ça en l'air et après Duran est monté de KT. Et puis Salvador Sanchez qui est décédé alors que le combat était quasiment arrangé. Bon, ce qui en plus, même moi en tant que fan d'Arguello, je pense que hélas c'est 2 combats qu'il aurait perdus, mais ça aurait été des combats fabuleux et qui auraient contribué à sa légende. Ouais. Plus, je te dis, en termes de beauté, penche plus vers Sanchez et Arguello. Ouais, parce que je pense que Duran physiquement ça aurait été dur. Voilà, sur l'inside. Ouais. Mais on en rêve encore de Arguello Sanchez. Oh là là là. Non, ça aurait été incroyable. Bon, sans transition, passons au numéro 7. Ah ouais. Allez. Oh, on a le même numéro 7 avec Sendo. Ouais, c'était ton numéro 7 aussi. Ouais. C'est ça, qu'on avait fait la vidéo. Ouais. Alors, personnellement, je vais pas trop en rajouter parce qu'on a quand même une montre à respecter. Et aussi parce que à peu près surtout Vincent a à peu près tout dit sur Edsard Charles. Vous avez fait une vidéo sur le top 10 de Vincent, et Vincent en fin 2019 tu as fait une excellente vidéo que j'invite tout le monde à aller revoir où tu reviens sur toute la vie d'Edsard Charles, et c'est tout simplement incroyable. Le meilleur poids mi-lourd de tous les temps. Pour moi, c'est pas le plus grand. Pour moi, Timur est en legacy dans la catégorie et un petit peu au-dessus. Mais pugilistiquement, c'est sûr, t'as jamais eu quelqu'un de meilleur que Edsard Charles. Un mec aussi avec un tel punch et avec autant de qualité technique, je pense que ça se reverra jamais. Voilà, simplement. Ouais. Non, mais c'est un mec qui était pour moi d'un talent peut-être qui pouvait égaler largement Sugar Ray Robinson de la même époque. Le problème étant, c'est la catégorie, c'est-à-dire que les mi-lourds ne lui ont pas rapporté assez, il avait pas sa chance, donc il a dû aller boxer un peu contre nature chez les lourds, même s'il a fait un super parcours chez les lourds, mais on a toujours vu qu'Edsard Charles n'était pas un vrai poids lourd. Et c'est ce qui rend son épopée d'ailleurs chez les lourds d'autant plus majestueuse. Mais en fait, il aurait été dans des catégories comme les moyens où il y avait toutes les grandes stars. Ça aurait pu. On pourrait parler de lui aujourd'hui quand on parle de Sugar Ray Robinson en fait. Ouais. Ah oui. Et puis fixons-nous sur les mi-lourds. C'est une discussion qu'on a souvent eu, Vincent. Donc, ce qui est très intéressant dans ton choix de Edsard Charles, c'est
surtout de se fixer sur l'idée des Art Charles chez les mi-lourds, comme tu le dis. Parce que les Art Charles, évidemment, pour les gens qui commencent à s'intéresser à la boxe, ils vont connaître les Art Charles pour les sommets qu'il a fait chez les lourds. Comme l'a dit Vincent, qui n'étaient pas des sommets naturels chez lui, mais qu'il a fait contre Joe, Luis, contre Rocky, Marciano, Jersey Joe Walcott, notamment, voilà, grand adversaire de Jersey Joe Walcott, mais faire ce qu'il a fait chez les mi-lourds et rester dans l'esprit des gens comme ça chez les mi-lourds, même chez Sendo qui est la relève, ça veut bien dire que dans une catégorie qui est forte en talent technique, que les Art Charles soient encore au sommet, alors que est passé après lui plein de boxeurs, et je pense notamment à Roy Jones Jr. Ouais, bien sûr. Et que, en toute honnêteté intellectuelle, tu es obligé de mettre les Art Charles au-dessus. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose de dingue à penser. C'est complètement dingue. Ben, on l'a souvent rappelé, c'était la meilleure génération de mi-lourds de tous les temps, je pense, sans conteste. Oui, tu vois, sans les noms conteste. qu'il y avait, les Jimmy Bivins, Archie Moore, Joey Maxime. Et puis on peut dire que ça sera, comme tu dis Vincent, ça sera une génération qu'on peut le dire maintenant, parce qu'après, on est bientôt à 100 ans de ça. Ça fait 100 ans que c'est pas dépassé. On peut annoncer que dans 200 ans, ça ne sera pas dépassé. Non, je pense pas. C'était l'apogée de la boxe en plus cette époque-là. Ed Art Charles, ça a aussi été, on l'oublie parce qu'il a un parcours très court, mais ça a été un excellent poids moyen aussi. Il faut rappeler qu'il bat Teddy Howard et il bat 2 fois Charlie Burley, la terreur Charlie Burley que personne ne voulait prendre. Il le bat 2 fois. Le roi sans couronne. Tout à fait. Donc c'est un très très gros poids moyen aussi, Ed Art Charles. Mais ouais, non, et puis voilà. Bien évidemment, ce qui fait sa légende, ce changement de style suite au drame face à Samba Rudi, et d'avoir su performer aussi bien dans ce style. Hélas, aujourd'hui, nous, on connaît surtout le Ed Art Charles défensif, parce que des images de l'époque où il était vraiment offensif, même ses combats contre Archie Moore, qui sont légendaires quand on lit les récits de la presse, on n'a jamais vu, hélas, des images de ce Ed Art Charles plus agressif. Ça nous aurait donné une idée de la transition qui était absolument phénoménale. Rien à rajouter ? Non. On peut conseiller aux gens d'aller voir toutes les images possibles des Art Charles, comme d'habitude. C'est un conseil qu'on va faire à chaque fois. À chaque fois. Bon, et ben c'est parti pour le numéro 6. Bien. Indispensable. Moi, je suis d'accord. Oui. Moi, il est très haut dans le mien. Je crois que je l'avais mis 3e. Ouais, je crois que ou 2e. Non, 2e. Moi, j'avais 2e, je crois aussi, ouais. Je crois que tous les deux, on avait le second, ouais. C'est ça. Moi aussi, 2e. C'est immense. C'est immense. Je suis très fier d'avoir. Excuse-moi, Sando, de faire un peu ma pub, mais avec Vincent, à l'époque, on avait fait le portrait d'Henry Armstrong et c'était vraiment nécessaire. Oui. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Ouais, et j'ai envie de bien sûr, évidemment, tout le monde aller la voir et la revoir, comme toutes les discussions Hall of Fame, parce qu'elles sont toutes géniales. Enfin bref. Mais alors Henry Armstrong, c'est vrai qu'il aurait mérité d'être plus haut. Et d'ailleurs, quand hier je repensais au top 10, j'avais oublié de le mettre. Voilà, j'avais oublié de le mettre. Donc c'est pour ça que j'ai viré Gene Tunney, parce que je pouvais juste ne pas le mettre dans un top 10. Voilà, le mec il a défendu 5 fois son titre en un seul mois, ce qui ne pourra jamais être égalé. Il a été champion dans 3 catégories de poids différentes en même temps, et des catégories dans la même année aussi. Dans des catégories où il y avait que des légendes, donc c'était tout simplement incroyable. Donc voilà, moi j'ai pas grand. Alors ce qui me fait le mettre aussi bas, parce que c'est vrai que c'est assez bas, j'aurais tendance à dire que les boxeurs qui sont plus haut dans mon top 10 ont eu un impact médiatique qui, j'ai l'impression, après peut-être que je me suis mal renseigné, mais j'ai l'impression ont été plus grands en fait dans tout ce qu'il a fait. Après peut-être que c'est moi qui Non, mais après, ça dépend. C'est toujours le débat qu'on en parle avec le capitaine, c'est-à-dire ça dépend les critères que tu vas privilégier. En effet. Henry Armstrong, ça a été un impact médiatique, mais sans doute pas effectivement aussi grand que certains autres. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai plus tendance vraiment à me baser sur le parcours, et c'est vrai qu'Henry Armstrong, voilà, tu l'as rappelé, c'est extraordinaire. Tu peux pas. Chez les plus. Mais il a été une star. Il a été une star dans une période où
Je Ouais. dis pas qu'il a pas été une star, Non, c'est non, vrai, bien mais sûr. Ouais, moi non il a, plus. il a été une star. Mais ce qui a peut-être un peu fait mal aussi à la fin des années 30, c'est forcément il a pris l'ombre de Joe Louis en pleine Voilà. poire quelque part. Mais ouais, c'est un phénomène. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, ce mec en fait aujourd'hui aurait pu être champion dans 6 catégories, Aussi, voire oui, peut-être c'est vrai. plus. Il a zappé les super plumes et les super légers qui n'étaient pas trop populaires à l'époque, qui je crois ont été retirés pendant un moment, puis ils ont été repris des années plus tard. Et il a même boxé Seferino Garcia, qui était au moment où Seferino Garcia était champion du monde des poids moyens. Alors, champion du monde avec des guillemets, parce que c'était le bordel à cette époque-là chez les poids moyens entre le titre reconnu par la New York State Athletic Commission et la NBA. C'était très compliqué. Mais quand même, ils font un combat en 10 rounds sans titre en jeu. C'est un match nul, mais de tous l'avis des observateurs, c'était bien évidemment Armstrong qui aurait dû gagner. Donc, ouais, ce mec, tu te dis, c'est incroyable les performances physiques. Et une fois encore, ce qu'on disait par rapport à Mickey Walker tout à l'heure, le mec fait partie du top des meilleurs poids plumes de tous les temps et du top des meilleurs poids welter. Et et tu pouvais presque en discuter chez les légers, il a pas fait tant de combats que ça, le léger, mais il a quand même fait des guerres avec Lou Ambers, il a pris du gratin aussi comme les Harris Mendy, les Zurita. Donc c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Et puis Mm. ça te montre tellement, il est l'exemple type, ça te montre tellement des changements de paradigme. Alors là, c'est très, voilà, je sors le grand mot paradigme, mais comment on pense? Parce que vous comprenez que nous, on pense, et maintenant on essaye de construire des dream fights, tu sais, des match-up légendaires et tout ça. Mais eux, les mecs à l'époque le faisaient parce qu'en fait, ils cherchaient toujours le chèque et sans se rendre compte qu'au final, ils auront laissé en legacy et pour l'histoire des dream fights. Bien sûr. Voilà, Lou Amber, Henry Armstrong. Maintenant, quand on en parle aujourd'hui, ces deux noms, c'est ouf, quoi. Alors que c'était beaucoup, enfin, ça s'est fait naturellement et presque ça s'est de façon sous-cotée même, tu vois. Ouais, mais c'est De vrai ce façon que tu dis. complètement sous-cotée. C'est des combats sur lesquels on fantasmerait aujourd'hui qui pourraient pas avoir Exactement. lieu, tu sais. Voilà. Alors ça, que là, ouais. tu l'avais presque toutes les semaines. Les gens se C'est rendaient ça. pas compte, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste pour conclure sur Henry Armstrong et que j'ai oublié de mettre sur Mikey Walker, grande référence de Mike Tyson, ce qui veut dire quand même pas mal. Oui. C'est vrai. Ouais. Ouais. Ah oui. Mm. Ouais. Et si Mike ne boxait sans chaussettes, c'est apparemment parce qu'il avait Merci, vu Henry. un combat de Henry où il n'avait pas de chaussettes et qu'il Et avait oui, flashé tout à fait. sur le look. Ah ouais. Et c'est sur là-dessus que je conclus cette première partie. Désolé pour ce cut un peu sauvage, mais là on en est déjà à peu près une demi-heure de discussion, en sachant qu'il y a encore une demi-heure qui suit. Une heure d'affilée, c'est peut-être un peu indigeste pour certains, donc je préfère couper à cet endroit-là, à la moitié du top, et je diffuserai la deuxième partie la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, histoire de bien laisser les deux vidéos respirer, je diffuserai le top en intégralité, qui devrait faire à peu près 1 heure. Encore une fois, un immense merci au capitaine et à Vincent de m'avoir prêté de leur temps. C'était vraiment un moment génial. Et puis bien sûr, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt et salut!